La première victime d'une guerre, c'est la vérité. De nombreux historiens, voire des philosophes, ont souligné que la guerre est pavée de mensonges. Mais je crois que le premier, c'est Sun Tzu, qui est l'auteur du fameux Art de la guerre, écrit il y a 25 siècles. Il affirme que parmi les 5 facteurs fondamentaux qui permettent d'emporter la victoire, le plus décisif, c'est ce qu'il appelle l'influence morale. Voilà pourquoi Philo Décrypte vous a invité, Régis Le Sommier, car vous dénoncez les mensonges et les manipulations sur la guerre en Ukraine, alors que souvent vous êtes accusé d'être un agent du Kremlin. Quelques mots d'abord pour vous présenter. Vous avez été journaliste à Paris Match pendant 27 ans, d'abord correspondant à New York, puis vous avez été grand reporter et vous avez couvert la plupart des derniers grands conflits. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, avant de rejoindre Russia Today, la fameuse télé de Poutine, qui est aujourd'hui interdite en France. 6 mois seulement à Russia Today, mais un sacré virage. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur à CNews, Europe 1 et JDD. Tout le monde a remarqué que ce n'est pas des médias d'extrême gauche. Que vous avez fondé un site qui s'appelle Omerta, que vous présentez comme un site de reportage et d'investigation qui, d'après vous, fait le travail que les médias mainstream ne font pas. Mais c'est un site suspecté, selon Le Point, d'être financé par Moscou, alors que Le Monde vous accuse d'être un proche de la droite radicale. Mais vous continuez à affirmer votre indépendance, notamment dans vos derniers livres, en répétant que votre priorité a toujours été la vérité. Encore elle. Journaliste de terrain, vous avez vécu cette guerre en Ukraine sur les 2 fronts, dans le Donbass d'abord, côté russe, et côté ukrainien, à Mariupol, Odessa, Zaporijjia. Vous allez nous raconter tout ça. En revanche, vous n'hésitez pas à vous aligner sur le Kremlin, soulignant que l'origine de cette guerre en Ukraine, c'est la promesse non tenue par les Américains de ne pas étendre l'influence de l'OTAN en Europe, et vous mettez en avant le risque majeur du nucléaire. Alors que pour vous, il est simpliste de dire que ce conflit oppose démocratie et dictature, car l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde et que c'est loin d'être un paradis pour les droits de l'homme. Partisan de la paix, vous estimez que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et que la Russie ne peut pas la perdre, ce qui exige de tenir compte au minimum des exigences de Moscou. Une certitude, Régis Le Sommier, vous avez choisi votre camp. De quoi permettre à Philo Décrypte de vous poser quelques questions, dont la première, bien sûr, pour vous demander si vous êtes payé par Poutine et est-ce que ça lui coûte cher. Vous me décrivez comme un suppôt de Poutine, mais en fait, j'ai passé la plupart de ma carrière avec les Américains. En Irak, en Afghanistan, j'ai passé des mois entiers à parcourir leur guerre. C'est leur guerre qui m'ont amené à devenir correspondant de Paris Match à New York, à couvrir les États-Unis. C'est pas la guerre des Russes, c'est les guerres déclenchées après le 11 septembre. Quand je me suis rendu en Afghanistan, donc 2009-2010, la première fois, j'ai eu l'opportunité de couvrir ce conflit, qui était un conflit déjà très ancien, avec les forces gouvernementales afghanes, mais aussi avec les talibans. Et j'ai passé à plusieurs reprises beaucoup de temps avec ces talibans. Je suis allé chez eux, j'ai passé du temps avec eux. Quand ils étaient dans l'opposition, il y a 2 ans, je suis retourné faire un reportage là-bas. J'ai même fait pour Canal+, un documentaire au moment du retour des talibans au pouvoir. En juillet 2021, soit moins d'1 mois avant le retour des talibans au pouvoir, j'étais avec eux dans les faubourgs de Kaboul, avec l'unité qui a pris Kaboul, en fait. Et à cette époque, comme pour mes précédents reportages, je n'ai jamais vu personne dans la presse, parmi mes confrères, m'expliquer que je faisais la propagande des talibans. Qu'en allant leur tendre le micro, pourtant c'était des assassins, pourtant c'était des gens qui avaient du sang sur les mains, des gens qui traitent les femmes lamentablement. Ce qui est assez paradoxal par rapport à ce que vous dites sur la Russie, c'est que
le fait d'avoir des accès et de pénétrer sur le territoire russe pour aller couvrir cette guerre en Ukraine côté russe, je précise que au début de la guerre, quand je suis allé côté ukrainien, j'ai fait 2 reportages pour le Figaro Magazine côté ukrainien, et ensuite je suis allé côté russe. Et pourquoi je me serais transformé tout à coup en machine de propagande de Poutine, alors que dans le cas des talibans, personne ne m'a dit vous faites la propagande des talibans. Il y a quand même un paradoxe énorme. Il y a quand même une question, vous avez quand même travaillé Oui, pour absolument. Russia Today, ce qui d'ailleurs fait que vous avez été payé par Poutine. Oui, absolument. Oui, Bon. oui. Non, mais ça, Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Parce que 27 ans à Paris Oui. Match, Alors, qui est quand même pas un journal très militant, qu'est-ce qui vous a pris là, de il y en prendre a- ce virage? D'abord, est-ce que vous avez été viré de Paris Match? Oui, absolument. Pourquoi? Pourquoi ils m'ont viré? Tout simplement pour une histoire assez triste. C'est que mon directeur, Olivier Royan, qui était un type fabuleux, est tombé malade, a eu un cancer. Moi, j'étais son adjoint et on l'a tous accompagné jusqu'à sa mort, qui a intervenu en 2020, et que les arcanes de la politique font que on nomme un type à la place. Lui était là pour des raisons très très politiques, la galaxie Sarkozy et compagnie. Mais bon, bref, moi je me suis retrouvé au chômage. Je suis allé, après 27 ans de Paris Match, directeur adjoint de la rédaction, j'arrive à Pôle emploi. Donc Russia Today. Pourquoi j'ai choisi RT France? À l'époque, j'avais un peu plus de 50 ans, je sortais de Paris Match. J'ai été contacté par Capa Productions, qui est une des grosses boîtes de production de documentaires en France. Capa Productions m'avait proposé de faire 6 documentaires pour Arte, mais financièrement, je gagnais la moitié de ce que je gagnais à Paris Match. Bon, j'ai quand même des pensions alimentaires dans tous les sens. Je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai été contacté dans le même temps par Xenia Fedorova, qui, elle, donc, avait monté RT. Alors, RT avait déjà connu ses heures de gloire à ce moment-là avec les Gilets jaunes. Là aussi, problème de représentation d'une catégorie de la population dont ni BFM TV ni personne ne voulait vraiment parler. Donc, RT s'en est emparé. Est-ce que c'était vraiment innocent? Mais pas du tout. Mais bien sûr que c'était délibéré. Les Gilets jaunes, je vous raconte une chose. Moi, à l'époque, j'étais directeur adjoint de Paris Match. Je poussais pour qu'on fasse un vrai sujet sur les Gilets jaunes des ronds-points. Pas ceux de Paris qui venaient casser tous les week-ends. Systématiquement, je me cassais les dents. Il fallait montrer, parce que c'était Castaner et qu'on était inféodé au pouvoir. On sait très bien que tous ces médias mainstream sont complètement inféodés au pouvoir. Donc nous, notre objectif, c'était pas de montrer la misère des gens, ni de montrer la solidarité qu'il pouvait y avoir sur les ronds-points. C'était de montrer la casse, c'était de montrer les black blocs, etc. Et donc là, le prisme idéologique faisait que les Gilets jaunes n'étant pas représentés, ils se sont emparés d'RT et RT s'est emparé d'eux. Voilà, c'est de bonne guerre. Russia Today, vous y êtes allé parce que c'était bien payé? C'était pas trop mal payé, ouais. Je suis resté 6 mois. J'ai réalisé 4 reportages. Un sur le Mali, un autre sur Mayotte, un autre la couverture des élections législatives en Allemagne, et le dernier, je ne sais plus trop. Moi, ce qui m'intéressait aussi en allant chez RT, c'est que, ayant couvert une énorme partie du monde, on va dire côté occidental, avec les Américains, avec les Français, en Afghanistan, en Syrie également. Je suis allé côté Bachar, j'ai fait aussi des choses avec les rebelles. J'essaie toujours de trouver une manière de faire parler de camp d'en face, ça c'est un de mes principes, mais je n'avais pas l'accès russe, c'est-à-dire tout l'autre côté du monde. Et il y avait quand même chez moi, je dois avouer, peut-être de façon un peu naïve, une curiosité qu'en rejoignant RTV France, j'aurais des accès qui me permettraient d'aller couvrir ce que font les Russes. Chez Russia Today, on vous filait les sujets, vous étiez encadré ou... Non, tous ces sujets-là dont je vous parle, c'est des sujets que j'ai proposés, qui ont été retenus et qui m'ont... Quand je suis parti à Mayotte, on m'a dit « tu vas sur place et tu vois ce que tu peux faire ». C'est pas des consignes très fermes. Non. Alors, je ne vais pas être naïf. Il y avait le mot de Peskov, Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, tous les jours. Mais on ne nous demandait pas, nous, journalistes, de réciter le catéchisme de Lavrov. Donc en fait, vous avez assisté à la fermeture. J'ai assisté à la fermeture. Vous avez gueulé aussi en disant que c'était un scandale? Non, moi, ce que j'ai vu, c'est que 180 salariés, tous français, se sont retrouvés sur le carreau, quoi. Il n'y avait pas de Russes. Hein. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Non, on peut comprendre que cette chaîne soit limitée en raison justement du conflit. Si vous regardez LCI, vous avez l'impression parfois qu'on est déjà en guerre, mais en fait non, on n'est pas en guerre contre la Russie. Mettre un cadre à RT France ne m'aurait pas paru
aberrant. Maintenant, interdire une chaîne est toujours problématique. On a vu que ça a été fait ensuite avec C8. Progressivement, la restriction se fait. Là, on voit Delphine Ernotte, patronne du service public, qui dit CNews est une chaîne d'extrême droite. La prochaine étape, c'est interdisons-la. Elle n'a pas dit ça. Hein. Non, mais enfin, ça sent la même démarche qui a été appliquée pour Hanouna. Pour moi, la liberté d'expression doit être sacrée. Si on commence à dire il y a des gens qu'il faut interdire, ça ne me va pas dans mon logiciel. La liberté d'expression doit aussi être encadrée. Non, mais on est d'accord. Mais on pouvait, à mon avis, mettre RT sous observation, encore que l'ARCOM n'avait pas arrêté de le faire, et jamais l'ARCOM, sauf à une reprise, sur un reportage en Syrie, a interpellé RT et a rappelé à l'ordre RT. Mais la licence d'RT, au moment de la guerre en Ukraine, février 2022, en janvier, la licence a été reconduite pour 5 ans. Donc ça veut dire que l'ARCOM n'a pas vu vraiment un puissant objet de propagande poutinien dans cette chaîne, même si, en effet, elle était payée par les Russes, mais de la même manière que I24 News est payé par Israël, de la même manière que la BBC est payée par l'Angleterre, etc. etc. Israël et l'Angleterre, c'est des démocraties, alors que Poutine, c'est avez pas écouté, vraiment une démocratie. Quand on vous accuse d'être pro-Kremlin, ça vous énerve ou vous en foutez? Bien sûr que ça m'énerve, bien sûr. Pourquoi ça vous énerve? Vous êtes quand même pro-Kremlin, non? Mais non, mais vous... J'essaie de vous énerver. Je sais, vous essayez, mais je ne vais pas m'énerver. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je couvrais beaucoup les Américains. Je me souviens d'avoir eu un sujet sélectionné au prix Bayeux des correspondants de guerre sur l'Irak, un sujet sur Bagdad, à une époque où il y avait quasiment plus de reporters qui allaient faire des sujets, parce qu'il y avait Florence Aubenas, Georges Malbruno qui étaient otages. On prenait des risques fous pour aller faire ces sujets. Et comme je l'avais fait avec une compagnie américaine, on m'avait dit « Non, non, tu comprends, c'est… » Donc j'avais terminé deuxième, je n'avais pas eu le prix. Répondez-moi à cette question. Alors vous êtes pro-Poutine, vous êtes pro-russe ou pas? Mais non, mais je ne suis pas pro-russe, je ne parle pas russe. Vous parlez un peu russe, vous dites que vous parlez un peu russe. Mais pas du tout, je ne parle pas russe. Dans un bouquin, vous dites que vous parliez russe. Non, mais je connais 3 mots, évidemment, à force d'aller, oui, quand vous êtes avec les soldats… Oui, des choses de base, voilà. Mais ma sphère de compétences, là où j'ai le plus travaillé, c'est le Moyen-Orient. L'Afrique un peu, mais le Moyen-Orient essentiellement. C'est là où j'ai passé, on va dire, les 2/3 de ma carrière. La Russie, moi, c'est un univers, vraiment, que j'avais mis à part en me disant, à un moment de ma vie, je m'y mettrais. Mais je n'avais pas d'atome crochu particulier avec la Russie. Moi, c'est plus un hasard ou une curiosité qui a fait que je me suis intéressé à ce monde-là. En fait, ce qui vous attire chez Poutine, c'est son côté réac. C'est-à-dire… Comme Trump, vous voulez dire? C'est un peu les mêmes, quoi. Vous vous sentez une certaine connivence idéologique avec Poutine? C'est-à-dire, en gros, je résume, Église, travail, famille, patrie. En fait, je ne suis pas un politique, journaliste militant. Pour moi, ces deux termes sont totalement antagonistes. Quand on est journaliste, on peut avoir des sympathies pour les gens, on peut avoir des affinités, on peut avoir des convictions aussi. C'est totalement illusoire d'être totalement neutre. On est forcément le produit d'une éducation. Moi, je viens d'un milieu militaire. Vous avez été colonel de réserve, j'ai vu. Oui, oui, oui. Ils vous ont viré aussi. Alors, ils m'ont viré. Alors, je ne sais pas s'ils m'ont enlevé le grade. Je ne sais. Donc, je suis probablement encore colonel. Faites attention. Et ce que je veux dire, c'est que journaliste militant, c'est important d'expliquer ça parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui est là pour donner la part belle à la personne qu'il est censé défendre, mettre en avant les qualités de l'homme politique ou du parti auquel il appartient. Un journaliste est censé pouvoir, théoriquement, dire du mal de gens dont il se sent proche, s'il estime que ces gens-là se sont mal comportés, ou s'il estime que par rapport à ce que ces gens proclament, eh bien, ce qu'il a vu, c'est faux. Donc c'est ça la difficulté d'être journaliste, et ça n'a absolument rien à voir avec le militantisme. Donc on va arrêter de parler de vous. Vous me dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, vous n'êtes pas de gauche. Je ne suis pas de gauche, je suis un garçon de droite, non, oui, bien sûr. Oui, voilà, je suis un petit breton avec papa officier de marine qui a grandi dans les principaux ports. Je suis né à Toulon, ma sœur est née à Brest, mon frère à Cherbourg, SNLE, sous-marin nucléaire. Voilà, donc je suis quand même conditionné à la base. Pour moi, quand j'étais jeune, la Russie, pour moi, c'était l'ennemi absolu. J'ai été éduqué dans l'idée que dans la Russie soviétique, on n'avait pas droit au bonheur.
C'était forcément le truc du diable. Mon père se battait contre eux. Il allait sous le pôle avec son sous-marin et il était prêt à balancer des missiles. Vous avez pris le contre-pied, quoi. Non, j'ai simplement découvert les Russes en me disant, bah, finalement, je suis allé vraiment dans des endroits qui transpirent le soviétisme. On parlait du Donbass. Vous tombez dans des usines, il y a encore l'étoile rouge au-dessus, puis vous avez des petites maisons à côté, puis vous dites quand même, ces petites maisons, dans la grande époque du soviétisme flamboyant et de Staline, etc., bah, les gens, ils n'avaient pas l'air si malheureux que ça. Ils allaient à l'usine, mais comme chez nous, je vais dire, voilà. Alors parlons de cette guerre. Vous l'avez couvert sur les deux fronts. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les Ukrainiens et les Russes dans leur façon de faire la guerre? Oui, je vais être très provocateur. Les Ukrainiens se sont révélés plus soviétiques que les Russes dans leur façon de faire la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont actuellement un chef d'état-major des armées qui s'appelle Oleksandr Syrsky, nommé depuis l'affaire de Debaltsevo, les combats en 2014 entre les indépendantistes de l'Est et l'armée ukrainienne. Il est surnommé le boucher. Pourquoi? Parce qu'il fait peu d'économies de la vie de ses hommes. Alors là, il est un peu plus obligé parce que les Ukrainiens peinent à recruter et les Ukrainiens souffrent essentiellement d'une pénurie d'hommes et c'est leur problème principal. Mais Syrsky, c'est un Russe à la base. S'il est devenu ukrainien, c'est parce qu'en 1991, au moment de l'indépendance, son unité se trouvait stationnée en Ukraine. On lui a dit, qu'est-ce que tu choisis? Bon, il a dit, c'est la même chose. À part les Ukrainiens de l'Ouest, qu'il faut bien mettre à part, le bastion du nationalisme ukrainien, c'est à l'Ouest, c'est-à-dire des zones influencées par l'Empire austro-hongrois, par la Pologne, par beaucoup plus l'Europe, et puis l'Est, évidemment, on est plus dans le monde slavophone. Tout ça pour dire que Syrsky, par rapport au nouveau chef d'état-major des armées russes, qui lui est un petit malin, il a 49 ans, c'est le plus jeune, il s'appelle Andrei Morditchev. Il a été nommé là, pourquoi? Parce que Poutine l'a remercié, c'est lui qui a transformé complètement l'armée russe par rapport aux drones, qui a fait qu'on utilise des quads, des motos, voire des trottinettes électriques pour aller au front, de façon à pouvoir se mettre dans les forêts pour éviter les drones, parce qu'aujourd'hui, la guerre a totalement changé avec les drones. Ça, si vous voulez, je vous raconterai comment, moi, avec mes 7 voyages là-bas, j'ai vu la guerre. Ces prisonniers que je vois à l'entraînement. Les prisonniers quoi, ukrainiens? Non, soviétiques, évidemment. Ils ont évolué, ils ont pris le virage des drones avant les Russes. Ils ont d'ailleurs eu beaucoup plus de succès pour le moment en défense. Si vous voulez, si l'Ukraine tient encore, c'est grâce aux drones. Je pense que, vu le peu d'effectifs qu'elle a, elle est encore capable de compenser avec, en défense, des essaims de drones qui permettent d'endiguer les offensives russes, parce que les Russes font offensive sur offensive en ce moment, et il y a des moments ça perce. Et voilà. Morale des troupes. Alors ces Russes surpayés pour faire la guerre. Ils ne sont pas surpayés, mais ils sont bien payés. Franchement, nous, par rapport à nos soldats, quand ils partent en OPEX, ça n'a rien à voir. Oui, mais par rapport au salaire moyen russe, c'est 10 fois ça. C'est pas 10 fois, non, c'est correct. Là où c'est intelligent, c'est d'avoir payé encore plus les bataillons de volontaires. C'est 20% de l'armée russe aujourd'hui, c'est-à-dire des brigades sur le modèle Wagner. Wagner, d'ailleurs, a été révolutionnaire dans cette guerre. Ce qu'a apporté Wagner, c'est fondamental. Alors, le moral des troupes de part et d'autre. Alors, les Russes, on a plutôt l'impression qu'ils traînent les pieds, qu'ils sont tous alcooliques, etc. Est-ce que c'est vrai? Vous étiez avec eux. J'ai vu les passages de votre bouquin où vous racontez que vous avez presque chargé avec eux, quoi. J'ai assisté à des entraînements de prisonniers, justement. C'est des prisonniers russes qui signent un contrat, 6 mois dans l'armée, et ensuite vous êtes libre. Sauf que, bon, on vous envoie aux pires endroits du front. Mais ça fait la masse. Et quand il y a une brèche, on envoie ça. C'est la boucherie. Vous avez discuté avec eux? Oui. Les abrutis total ou Non, alors, sur les prisonniers, c'est assez difficile d'avoir leur confession, de savoir ce qu'ils ont fait. Mais on est revenu 6 mois plus tard, et on est tombé sur un poste médical avancé dans lequel il y avait quelques gars qu'on avait vus 6 mois avant. Et il y en a un qui nous dit, ben oui, en fait, il y a eu une offensive et on était 2 en revenant. On a eu à peu près 80% de pertes. C'était la contre-offensive ukrainienne de l'été et de l'automne 2023 et qu'il fallait colmater. En gros, ces mecs, on les a envoyés sans artillerie. Ils se sont fait massacrer. d'une façon générale, ces soldats sont motivés ou pas? Ceux-là, oui, par l'idée que, au bout de 6 mois, ils sont libres. Ça, c'est une catégorie de soldats particulière. Les autres sont motivés. Le soldat russe a une sorte de... Et le soldat ukrainien aussi, parce qu'ils sont quand même
très pareils dans leur attitude par rapport à l'adversité. Les Ukrainiens comme les Russes, c'est des gens qui sont capables de vivre avec extrêmement peu de choses. C'est important ce que je vous dis là, parce que si les choses s'enveniment, même notre armée fabuleuse que moi j'ai accompagnée en Afrique, pour moi, n'a pas la capacité de lutter contre des gars comme ça. L'armée française ne ferait pas le poids. Moi, j'ai fait janvier 2023, un hiver très très froid, des offensives dans le Donbass avec l'armée russe. Vous voyez que les gars font 20 bornes, il fait moins 15. Le problème, c'est le froid. Quand les Russes ou les Ukrainiens tapent des endroits où il y a des civils, vous voyez des immeubles, des barres d'immeubles calcinés. En fait, les armées réutilisent ces immeubles, vivent dans des appartements qui appartenaient à des civils avant et utilisent des sous-sols pour se protéger. Et quand on est dans des pièces comme ça et qu'il fait moins 15, moins 20 dehors, on a un groupe électrogène qui produit l'électricité et qui réchauffe. Sauf que le groupe électrogène vous amène des vapeurs de pétrole et il faut choisir. Et si on n'étouffe pas, il fait moins 15 dans la pièce. Côté ukrainien, alors? Alors côté ukrainien, moi j'ai vu l'Ukraine dans une période un peu euphorique. J'ai accompagné des volontaires français qui cherchaient à s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Donc c'était un moment un peu particulier qui, à mon avis, ressemblait à la guerre d'Espagne 1936 avec les brigades internationales où chacun partait un peu la fleur au fusil. Je suis allé en Ukraine avant d'aller en Russie. Je me souviens de milices locales qui cherchaient des espions, etc. Dans les guerres comme ça, il y a toujours des moments où vous pouvez vous-même vous retrouver être considéré comme espion. Surtout vous. Non, mais après, il faut faire gaffe. Je ne peux plus retourner, moi, côté ukrainien, par exemple. J'ai reçu un email du SBU, qui est le KGB ukrainien. Vous êtes considéré comme un pro-Kremlin? Parce que je suis allé couvrir la guerre de l'autre côté. Mais ce qui peut se comprendre d'un point de vue sécurité, ne demande pas au SBU d'être journalistiquement déontologique. C'est pas son rôle. C'est de dire ce mec est allé avec les Russes, on le refuse chez nous. Voilà. Maintenant, les Russes ne m'ont pas fait ça. Ils savaient que j'étais allé côté ukrainien, mais ils m'ont dit OK, vous pouvez venir avec nos soldats. Notre métier, il est très compliqué parce que, oui, en effet, très souvent, malheureusement, les services de renseignement ont utilisé la carte de journaliste pour aller dans des endroits. Moi, je me suis fait arrêter une fois par une milice chiite à Bagdad qui m'ont dit Sahafi, Amriki, vous êtes journaliste, vous êtes américain, vous êtes CIA. Et je suis resté 2 jours à attendre. Ils m'ont rien fait, ils m'ont pas torturé. Mais vous voyez, le problème, c'est que les services de renseignement utilisent les humanitaires et les journalistes ou des faux journalistes pour essayer justement de pénétrer dans des zones où un homme ordinaire ne pourrait pas aller. Poutine et ses sbires disent souvent que les troupes ukrainiennes sont nazies. Alors vous en avez découvert des nazis? Non, j'ai pas vu de nazis quand j'étais côté ukrainien. Maintenant, il y a des gens qui, on va dire, sont d'une filiation idéologique qui ne laisse aucun doute. Ensuite, moi je préférerais qu'on explique pourquoi ils ont cette filiation idéologique plutôt qu'on dise ça n'existe pas, que Azov ait récupéré le blason de la division d'Asreich ou que d'autres symboles du Troisième Reich soient utilisés dans des troupes, y compris récentes. Il y a une unité de drone pendant la bataille de Koursk qui s'est appelée Nightingale, qui veut dire le rossignol en anglais, mais en fait c'est le calque de Nachtigall en allemand, qui veut aussi dire le rossignol, et qui étaient les troupes de Stepan Bandera, formées par le SD allemand, c'est-à-dire le service de renseignement allemand, qui les avait formés pour saboter les troupes soviétiques au moment de Barbarossa. Les nationalistes ukrainiens ont été utilisés par les Allemands dans le but justement de compliquer la tâche des Russes au moment de l'invasion. Ensuite, Nachtigall a servi, malheureusement, je suis désolé, mais c'est l'histoire, Roman Tchoukevitch, vous le googlez, vous verrez, lui c'est l'exécuteur des bases œuvres de Stepan Bandera. Stepan Bandera, héros du nationalisme ukrainien, premier proclamateur de la République d'Ukraine, mais aussi perpétrateur de massacres notoires et abondants contre les Juifs et contre les Polonais. Et tout ça est documenté. Alors, qu'on l'explique en disant, oui, ils ont été du côté allemand parce que leur haine du soviétisme et tous les massacres de Staline, la famine, Holodomor, etc., ça peut se comprendre. Et l'Ukraine est un des rares pays en Europe à avoir quand même accueilli la Wehrmacht avec des pétales de rose. En France, on les a accueillis gentiment aussi. Ouais, enfin, peut-être pas quand même avec des pétales de rose, je crois pas. Et puis, bon, il y a la question de l'antisémitisme qui est quand même quelque chose d'assez... qu'on cache, mais qui est quand même... Ils ont quand même élu un président juif. Ouais, vous savez combien il y avait de juifs en Ukraine avant la Seconde Guerre mondiale? Il y en avait 2 millions. Vous savez combien il y en avait à la fin?
70 000. Donc si vous voulez, il y a une grosse partie des gens qui ont disparu, des Juifs qui ont disparu avec la Shoah, qui étaient ukrainiens. La surreprésentation aussi des Ukrainiens et des Polonais dans les gardiens de camps de concentration. Alors sur la question du nazisme, la vraie question c'est pourquoi aujourd'hui il y a encore des types qui se mettent ces trucs-là jusqu'à reprendre des symboles ambigus dans l'armée ukrainienne. Il y en a encore. Voilà. La presse dit que les prisonniers ukrainiens sont torturés par les Russes. Vous pensez que ça existe? Oui, je pense que ça existe. Malheureusement, la guerre étant, l'homme étant tel qu'il est, je savez, je reviens d'un gros reportage. N'empêche qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie de voir Poutine prendre le pouvoir dans leur... tuerie du Kivu. Au moment où on y était, un groupe armé attaque une communauté catholique en pleine célébration dans la ville de Komanda. Ils arrivent, ils tirent en l'air avec leurs kalachnikovs, ils font peur à tout le monde, les gens sont réunis dans l'église, ils posent les kalachnikovs, ils sortent les machettes et ils découpent tout le monde à la machette. Donc vous pensez que ça, les Russes sont capables de le faire? Les Russes sont capables, et les Ukrainiens aussi. Ah bon? Ils torturent les prisonniers russes? Il n'y a pas de... Vous en avez vu? Non, j'en ai pas vu, mais j'en ai pas vu du côté russe non plus. Vous avez des témoignages? Des témoignages, en tout cas j'ai lu beaucoup de choses. Alors il y a quand même un signe humain, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même des échanges. Récemment, le maire pro-ukrainien de Kherson, qui avait été arrêté par les Russes au début de la guerre, a été échangé. Le type a perdu quand même 15 kilos. Sa détention chez les Russes, ça n'a pas dû être très agréable. Mais je me bats contre le fait que ça ne se passerait que d'un côté. Ça, c'est d'une naïveté, avec la démocratie d'un côté et la dictature de l'autre, stop. Quoi. Alors on va continuer le procès de l'Ukraine? Non, je ne veux pas faire le procès de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a un président qui n'est plus élu président, là. Oui, alors vous êtes comme... Non, je ne suis pas comme Poutine. C'est une vérité de dire ça. Comme Poutine qui dit que c'est une dictature en Ukraine. Mais non, il ne dit pas que c'est une dictature, il dit que le président n'est pas légitime. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire une élection en période de guerre. Si, on peut la faire, bien sûr que si. Il y a des élections qui ont eu lieu pendant des périodes de guerre. Et Poutine, vous pensez que c'est une démocratie? Non, je ne pense pas que Poutine est une démocratie. Je pense que Poutine, simplement, dispose aujourd'hui d'une cote de popularité auprès du peuple russe qui rend les choses un peu compliquées quand on dit « ah, faudrait virer Poutine ». Moi, je suis un réaliste. Je me dis que quand un type avoisine les 80% de cote de popularité, ben... Moi, j'arriverai à le faire si j'ai toute la presse à mes pieds, comme Poutine. Vous n'allez pas me dire que vous pouvez comparer le système russe et le système ukrainien. Non, je pense que l'Ukraine est plus démocratique que la Russie. Mais la différence entre les deux conflits qui nous occupent en ce moment, qui est l'Ukraine-Russie et Palestine-Israël, c'est que vous avez, entre Gaza et les Israéliens, un monde. En même temps, c'est des gens qui se connaissent bien, mais dont beaucoup veulent la mort de l'autre. Rassurez-moi, vous n'êtes pas pro-Hamas quand même. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle de l'altérité, du fait qu'il y a deux mondes face à face. Quand vous êtes en Russie et en Ukraine, vous n'avez pas deux mondes face à face. Vous avez des gens qui sont intimement nés de la même matrice. Kiev a été le début de l'orthodoxie. L'Ukraine a une place importante dans la galaxie slave. Elle a une existence très récente. L'Ukraine a eu une période d'indépendance en 1917 et encore, l'Ukraine a rejailli au moment où les Allemands sont arrivés. Donc si vous voulez, l'indépendance de l'Ukraine, excusez-moi, mais c'est quelque chose de... C'est artificiel. Qui crée l'Ukraine en 1921 et qui la confirme en 1928 ? Lénine et Staline, voilà. Un seul et même peuple. Non, je pense qu'il y a deux Ukraines. L'Est, vous avez le Dniepr, qui est la fracture, d'ailleurs. C'était très important dans la philosophie, justement, des Cosaques, qui sont les défenseurs de l'Empire. L'impact des Russes, là-bas, s'est fait à travers ce qu'on appelait Novorossia, c'est-à-dire les colonies tsaristes, en fait. L'ouest de l'Ukraine, elles, ce sont des minorités hongroises. C'est un pays à l'ouest où on ne parle absolument pas russe, tandis qu'à l'est... Tout le monde parle. Donc vous êtes partisan d'une scission de l'Ukraine. Évidemment que la nation ukrainienne s'est constituée, et je dirais qu'elle est plus forte encore grâce à cette guerre. Même si c'est une catastrophe pour l'Ukraine, catastrophe démographique, catastrophe industrielle, catastrophe économique, à plein de niveaux c'est une catastrophe. Mais il y a quand même quelque chose qui est le ferment national par rapport à un pays qui avait une unité relative. Aujourd'hui, on se trouve avec un pays, et ça, Poutine ne peut pas dire le contraire. Vous ne pensez pas que le principe démocratique pèse lourd dans la balance? Dans cette histoire, je ne pense pas. Je pense que c'est le principe national. Alors vous qui connaissez bien les deux fronts, puisque vous êtes passé des deux côtés, oui. Quelle est la situation? Et puis, comment vous voyez les perspectives de ce conflit? C'est une question extrêmement complexe. Il y a une période vers laquelle on va arriver qui va s'appeler la sortie de guerre. Et la sortie de guerre, c'est toujours un moment extrêmement complexe parce que
forcément, il va y avoir un vainqueur ou un vaincu. Ou alors, ça va durer, comme pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est-à-dire pendant 50 ans, on va figer le front, on va faire une zone démilitarisée, avec peut-être des reprises de cette guerre, mais si vous voulez, de part et d'autre, des gens qui, quel que soit le verdict, diront non, non, on n'a pas été assez loin, etc. Si l'Ukraine est obligée de capituler, imaginons par exemple que le plan Trump soit appliqué, c'est-à-dire que Poutine récupère les 4 oblasts, zones géographiques de l'Est, donc Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Si Poutine récupère ces 4 oblasts et qu'on arrive à une forme de paix, il y aura forcément des Ukrainiens qui diront non, nous on n'accepte pas cette paix. Et le problème, c'est que les fameux Eidar, Azov, Pravi Sector et autres, qui sont issus de groupes d'extrême droite ukrainiens, Eux, ils vont résister? en tout cas, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu, quitte à ce qu'il y ait aussi un risque de fragmentation de l'Ukraine, parce que Zelensky est extrêmement contesté. Pourtant, dans les sondages, il a 2 tiers des approbations. Hein. C'est pas un sondage russe, hein, c'est un sondage occidental. En tout cas, il est contesté politiquement. Je ne critique pas Zelensky dans la mesure où il joue sa partition. Je critique plus des dirigeants européens qui feignent justement d'englober tout ça pour leur propre... pas tellement pour l'Ukraine, mais pour finalement l'Ukraine étant qu'un prétexte jusqu'au dernier Ukrainien. Vous pensez que la Russie peut gagner cette guerre? Évidemment, elle peut la gagner. Disons qu'il est impossible qu'elle la perde. Actuellement, l'arithmétique fait que la Russie a 141 millions d'habitants, que l'Ukraine a perdu un tiers de sa population qui est partie ou qui est morte à la guerre, et que fatalement, il n'y a plus de réserve en Ukraine. Pourtant, ils n'avancent pas très vite. Non, mais en fait, l'objectif de la Russie, c'est là où il faut voir cette guerre comme une pure guerre d'attrition. Guerre d'usure, je dis pour ceux qui ne parlent pas russe. Une guerre où l'objectif est de détruire l'adversaire. Ce que cherchent à faire les Russes, c'est détruire un maximum de matériel de l'OTAN, pour ensuite les montrer dans une parade à Moscou. Ça, ils aiment bien. Ça fait un peu soviétique. Regardez ce qu'a fait Napoléon. Aux Invalides, vous avez tous les drapeaux des puissances qui ont combattu Napoléon pris sur le champ de bataille. C'était pas la semaine dernière, Napoléon. Hein. Non, mais c'est ce que font tous les empires. Ah, vous les aimez bien. Hein. Mais non, mais je les aime pas. Je vais vous dire une chose. Ils ont une relation à la guerre, les Russes, qu'on ne peut pas comprendre, nous. C'est-à-dire, guerre en russe se dit boïna, en français c'est guerre, war en anglais, krik. Même le mot guerre est doux. Ils aiment la guerre. Quand ils se sont retrouvés dans cette opération spéciale, opération militaire spéciale, moi j'ai vu des régiments de Cosaques, mais les mecs étaient aux anges. Donc ils aiment la guerre. Oui, ils adorent ça, ouais. Ils adorent ça. Bien sûr. Et Poutine aussi. Mais les Ukrainiens aussi. Est-ce que c'est au fond pas son moteur? Si, sans doute. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'humiliation. Je me souviens de discussions avec des étudiants à Moscou, plutôt hostiles à Poutine, mais reconnaissant que Poutine avait remis le pays sur les rails par rapport à cette période humiliante pour beaucoup de Russes, qui ont été les années 90, Yeltsin, avoir un président bourré dont les Américains manipulent. Quand vous êtes russe, que vous sortez d'une période où vous étiez le premier pays du monde, le rempart contre le capitalisme, et qu'on vous dit maintenant vous avez un président alcoolique et qui est aidé par les Américains, et vous avez McDo sur la place rouge, c'est un peu rude, voilà. Et Poutine en a profité à fond. Donc c'était une guerre inévitable. Non, c'était pas une guerre inévitable. Je pense que de part et d'autre, on aurait pu l'éviter. Comment vous expliquez la position de Donald Trump, qui est quand même étrange? Non, elle n'est pas étrange. Elle est que le personnage Donald Trump a plus de valeur, je le dis sincèrement, et de points en commun avec un Vladimir Poutine qu'avec un Emmanuel Macron. Donc c'est idéologique. C'est pas idéologique, c'est culturel, dans sa vision du pouvoir. Deux autoritaires. Bien sûr. Mais vous voyez beaucoup la démocratie avancer dans le monde aujourd'hui? Difficilement, mais quand même, il y a quand même quelques pays démocratiques. Elle avance où, la démocratie? Non, mais je fais ce constat. Moi, je vous dis, je suis journaliste, je ne suis pas à dire « Ah, vive, c'est super, on a des autocrates partout ». Et aujourd'hui, c'est plus des clubs masculins qui dirigent la planète et qui se disent « Bon, allez, je te file ça, et ça, je prends ça ». L'Ukraine. Donc vous me dites, la guerre, perspective, c'est victoire de la Russie? De toute façon, c'est une situation épouvantable. Moi, de voir ces gens s'étriper, qui se ressemblent, franchement, je me souviens d'une... Là, moi, j'aime toujours ancrer par rapport à des reportages. Je sortais justement d'un séjour de 15 jours avec des soldats, côté russe, et dans l'avion, je découvre le sujet d'un de mes copains photographes, qui s'appelle Ivo Priket, pour le New York Times. Et en fait, je m'aperçois qu'il est avec une unité ukrainienne juste de l'autre côté. J'ai mes photos et je vois ces photos. Et je vois des mecs qui sont pareils, qui vivent
dans les mêmes endroits, avec le même poêle à bois, les Russes comme les Ukrainiens, le même uniforme quasiment. Il y en a un qui a un bout de scotch vert, c'est l'Ukrainien, et les miens, ils avaient un bout de scotch rouge, les Russes. Et je me dis, je regarde ces photos, je me dis, il y a une différence. C'est l'œil des Ukrainiens. Les mecs, il est vide, leur œil. Les miens, ils avaient une espèce de sentiment de la victoire qui était visible. Ils savaient qu'ils allaient y arriver. Pourquoi l'œil est vide des Ukrainiens? Le désespoir, pas assez de troupes, on perd des hommes, on n'arrive pas à remplacer. Et ça se voyait. Comment vous expliquez qu'ils n'aient pas gagné? Alors, s'il y a des démotivés en face de types hyper motivés, pourquoi ils n'avancent pas? C'est pas la question qu'ils avancent ou pas. Quand ils avancent, d'ailleurs, ils ont avancé de 20 km le 15 août dernier, juste avant le sommet de Trump et Poutine, à Dobropila, juste à côté de Prokhorsk. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus assez de soldats ukrainiens pour tenir le front. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Azov part d'un endroit, les Russes avancent immédiatement. Parce que les Russes savent qu'après Azov et après les bonnes unités, avec des compagnies de drones, etc., quand ils sont dans un secteur, les Russes ne peuvent pas avancer, c'est une guerre dure, etc. Quand il y a la rotation, les Russes savent que l'armée est moins bonne, donc ils attaquent. Comment vous expliquez que Poutine se soit lancé dans une galère pareille? Je vais vous raconter là encore aussi une anecdote qu'un des commandants me racontait. Il me dit, moi j'ai vu Kiev dans mes jumelles. J'ai vu le centre-ville de Kiev. J'étais dans la banlieue. Et je lui dis, mais alors pourquoi vous avez merdé? Il dit, bon, d'abord on avait 3 commandements pour les 3 différents fronts. Il n'y avait pas de commandement unifié. On s'est imaginé qu'en faisant un saut en parachute sur l'aéroport de Gostomel, on allait prendre cet aéroport qui était un aéroport militaire autour de Kiev et que ça allait couler tout. Nous, on était stationnés dans la périphérie. Les ordres étaient un peu contradictoires. On a complètement loupé, le commandant russe, complètement loupé notre entrée en guerre. Et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me dit, on avait des cartes d'état-major qui dataient de 1975. On est arrivé dans un endroit, on nous a dit là, il y a une forêt, c'était marqué. Et en fait, il y avait une ville à la place de la forêt. Et dernière info incroyable, il me dit, et surtout, les villages qu'on avait devant nous, l'argent qu'on devait donner aux maires pour que la ville tombe sans combat n'est jamais arrivé. En fait, ils avaient prévu cette donne de la corruption. Du coup, ils ont fait Boutcha. Oui, ils ont fait Boutcha, mais bon, Boutcha, moi j'aimerais... Vous pensez que c'est de l'intox? Pas du tout, non, mais j'aimerais que la fin de l'enquête soit enfin prouvée et que le commandant qui a fait ça soit jugé, qu'on sache qui c'est. Vous êtes un peu sceptique? Pas du tout, je ne suis pas sceptique. Je pense que c'est tout à fait possible qu'une armée en retraite, justement, commette des atrocités. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai été à Alep, à Mossoul, et je sais que des gens qui perdent peuvent faire des atrocités. On l'a vu en 1944 avec Oradour, et j'ai écrit un livre sur Oradour. Donc je connais bien la question. Vous ne pensez pas que c'est une spécificité russe? L'armée ukrainienne serait capable de faire Boutcha? Je reviens du Congo, quand on voit les massacres qu'ont fait les Belges pendant l'occupation au Congo, donc je pense qu'il n'y a pas de spécificité russe dans le massacre. Les Ukrainiens seraient capables de faire ça? Les Ukrainiens sont capables tout à fait de faire ce genre de truc. Mais je ne dis pas que c'est les Ukrainiens qui ont fait Boutcha. En 1941, pendant un mois, la ville de Lviv, à l'ouest, il y avait un ghetto juif. La ville est restée pendant environ un mois sans que les Allemands rentrent dedans. Les Russes l'avaient évacuée. Les Allemands ont fini par arriver dans la ville. Ils ont dit, ah, il paraît qu'il y a un ghetto. On s'en est occupé. Donc les Allemands n'ont même pas eu à intervenir pour éliminer tous les Juifs. Ça a été abominable. L'histoire de Babillard, qui est le plus grand massacre de Juifs qui s'est déroulé dans la banlieue de Kiev, c'est les hommes de Stepan Bandera, héros nationaliste ukrainien, dont d'ailleurs le boulevard mène au monument de Babillard, où des nationalistes ukrainiens ont aidé les Allemands à éliminer 35 000 Juifs en 2 jours. Vous qui connaissez bien la Russie, comment va l'économie? Parce qu'on dit que c'est au bord de la faillite. Ça fait 3 ans qu'on dit ça, excusez-moi. En 2023 et 2024, les Russes ont eu 4% de croissance. C'est-à-dire plus que la zone euro. C'est une croissance militaire. Hydrocarbures. D'abord, ensuite, stimulation effectivement liée aux investissements militaires. Ça a nettement réduit depuis le début de l'année, mais on est à 1,1. Je crois que l'Allemagne est quasiment à 0 de croissance. Est-ce que ce n'est pas une guerre qui est au-dessus de leurs moyens, vu qu'ils ont le PIB, produit intérieur brut, qui est l'équivalent de l'Espagne? Est-ce que c'est pas au fond un émirat avec l'arme nucléaire? Un émirat avec l'arme nucléaire, ça fait l'économie du peuple russe. 141 millions de personnes. C'est pas la grande prospérité quand même. Mais non, mais ils s'en foutent de la prospérité, les Russes. Vous dites qu'ils aiment la guerre et en plus ils aiment la pauvreté. J'ai fait Rostov-sur-le-Don, Moscou en train. 19 heures de train. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait dans tous les petits patelins, parfois on s'arrêtait 1 heure, parfois donc on allait au café, il y avait des gens qui rentraient dans le train, on discutait. J'ai passé aussi du temps à Voronezh, à Saint-Pétersbourg, à Rostov, Krasnodar. Le moindre boui-boui du Donbass
est approvisionné. C'est pas une question de prospérité, mais il n'y a pas de famine. Un supermarché Auchan en Russie, c'est 4 fois la taille d'un supermarché Auchan ici. En fait, les Russes et les Américains se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que c'est des sociétés de consommation de masse. Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas comparer le niveau de vie américain et russe. Non, ils n'ont pas le même niveau de vie, mais ce n'est pas un pays du tiers-monde. Vous avez dit c'est un émirat pétrolier, mais ça rapporte énormément. Et les Russes n'ont fondamentalement pas besoin de beaucoup d'autres choses. Ils ont une autonomie alimentaire quasi totale. Ils ont piqué aux Ukrainiens les meilleurs champs. Vous parlez de la Chine, quel jeu ils jouent? Parce qu'en fait, ils sont prêts à tomber sur la Russie quand ça les arrangera. Ils ont fait l'accord avec la Russie qui leur permet économiquement d'écouler leurs produits, de bénéficier de tout le gaz pas cher russe dont nous bénéficions avant et dont les Allemands avaient fait la clé de voûte de leur prospérité. Franchement, les Chinois, tout bénef, et les Indiens aussi, au point que les Indiens acceptent d'être taxés au maximum par Trump, punis pour écouler le pétrole russe. Ils ont dit non, on va continuer à écouler le pétrole russe. Question sur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, que vous avez interviewé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un pion, c'est un crétin ou c'est un type, un vrai diplomate? Lavrov, c'est 14 ans ministre des Affaires étrangères de la Russie, une carrière d'ambassadeur absolument incroyable. Je vais vous dire, Lavrov, c'est un soviétomorphe d'origine arménienne. La mère dirigeait le politburo de Géorgie. Donc vous avez un pur produit de la galaxie soviétique. Vous vous rappelez l'interview que j'ai faite de Lavrov. Une chose que j'ai remarqué chez les Russes quand on leur pose des questions, c'est que souvent ils vous embarquent dans des espèces de démonstrations. C'est assez intéressant parce que vous avez l'autre côté du monde avec Lavrov. Et à la fin, évidemment, il répond à votre question. Un peu comme vous, non? Je suis peut-être un peu russe, vous avez raison. Oui. Alors, puisque vous êtes un peu russe, votre ami Poutine, quel est son avenir, lui? La Douma a signé un décret étendant sa capacité à rester au pouvoir. Éternellement. Pas éternellement, je crois que c'est 2035. Comment vous analysez le personnage? C'est un mec du KGB. Il n'a pas la même façon de réagir. C'est du calcul. Et en plus, il bénéficie d'une valeur qu'on a perdue en Occident. C'est le temps long. Quand on n'est pas en démocratie, on a du temps, oui. Ben c'est sûr, oui. C'est un avantage du système, un avantage assez significatif. Est-ce qu'il y a des candidats pour remplacer Poutine? Ouais, il y a des gens très dangereux derrière. Alors Medvedev, il a un peu, c'est plutôt le porte-flingue. C'est comme Piotr Tolstoï. Il n'y a pas des démocrates là, qui pourraient pointer leur nez? Non, ils sont tous morts. Ils sont tous en prison. Ouais, ils sont en prison. Navalny, je suis désolé, mais au niveau des sondages, mais n'a jamais dépassé les 5% en Russie. Donc c'était pas l'adversaire principal de Poutine. Après, c'est devenu l'adversaire médiatique de Poutine. Donc il y a des figures derrière pour prendre la relève. C'est tout le problème des autocrates. Il n'y a pas de dynastie derrière Poutine. Aux États-Unis, les présidents fonctionnent plus en dynastie. Vous preniez les Kennedy, les Clinton, les Bush. La Russie, c'est pas du tout le même style. Et surtout, l'appartenance KGB de Poutine fait que c'est un homme assez seul. C'est un opérateur qui n'est pas tellement dans l'affectif. Je vais vous citer une phrase de Trotsky. L'impérialisme russe n'est pas une force civilisatrice, mais une prison pour les peuples. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas le Trotsky, l'armée rouge, 10 millions de morts, de 1917 jusqu'à 21. Donc c'est Trotsky, c'est internationaliste. Oui, c'est Trotsky au Mexique. Prison pour les peuples, oui, il y a une... 60 peuples 60 peuples sur le territoire russe. Comment ça tient tout ça? Alors vous me dites la vodka, mais il n'y a pas de ça. Non. Ce qui est assez fondamental avec les Russes, peut-être une grosse différence par rapport à nous, et c'est le poids absolument écrasant de l'histoire. Oui, qui est mythifié même. Mythifié, mais c'est même pas ça. C'est quand vous parlez de 20 millions de morts, les Russes disent 27 millions pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous doutez bien que ces 20 millions de morts, ils ne sont pas disparus du jour au lendemain. Ils ont quand même pesé un poids sur la société. Un monument soviétique, comme il y en a encore en Russie, pour un Russe, c'est l'incarnation de ce sacrifice. Et ce sacrifice, pendant 3 générations, on leur a servi au petit déjeuner, pendant les vacances, tout le temps. Tout le temps. Donc le poids de l'histoire, je vous donne un exemple. Un jour, je me retrouve dans une forêt, on arrive un soir, il est minuit, et on se retrouve dans une forêt de pins, vous savez, les forêts avec des arbres gigantesques. Et donc au milieu de ces arbres, il y avait des tentes, il faisait très froid, donc on arrive, on se met sous la tente, et là, les tentes étaient bien chauffées, poêle à bois, et c'était une sorte de QG de l'unité avec laquelle on était à peu près une vingtaine de kilomètres du front. Et le lendemain, je me réveille, et je suis surpris, je regarde à côté de moi et je vois une tranchée. Mais pas n'importe quelle tranchée, bien étayée, avec des parties en bois qui semblaient assez anciennes. Et dedans, ils avaient mis des caisses de munitions, etc. Je demande à un type, je dis, mais c'est quoi cette tranchée? Et là, le mec me dit,
Ça, c'est des tranchées qui ont été construites par les Allemands en 1942. C'est d'ailleurs à cet endroit que Manstein a fait son offensive victorieuse en 1942 sur Kharkov. Et je dis, mais comment ce mec connaît tout ça? Même quand on disait, oui, les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Non, non. Quand on leur dit, en face, c'est les nazis, machin, vous refaites la guerre de vos grands-parents, c'est bon, aucun problème, on y va. Donc, en fait, ils sont complètement obsédés par l'histoire. J'ai eu aussi une conversation sur l'amitié entre De Gaulle et Staline avec un planton dans un checkpoint à 1h du matin devant Lugansk. Le mec commence à me parler de ça. J'étais là, mais comment il connaît ça? Et c'est un type, mais de base, quoi. Donc, ils connaissent leur histoire. Il y a un côté débile quand même, non? Mais non, pourquoi? De vénérer l'histoire comme ça, comme des abrutis. C'est un peuple qui a fait Rachmaninov, Tchaïkovski, non? Non, on a tendance à les prendre pour des abrutis. Et ça, c'est un de nos problèmes. Alors, il y a des abrutis chez eux, oui. Ils ont un côté, en fait, bien pensé, etc. Et puis, ça peut merder complètement. Type le début de leur guerre. Et ça peut prendre des proportions tragiques. Et souvent, les Russes, quand ils sont au bord des proportions tragiques, c'est là qu'ils gagnent. Est-ce que c'est des gens soumis? Vous dites qu'ils ne veulent pas de la démocratie. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne voulaient pas de la démocratie. Ils n'en ont jamais goûté de la démocratie. Je pense qu'il y a des Russes qui aimeraient que le système change. Maintenant, oubliez l'idée qu'ils voudraient que ce soit comme chez nous. Ça, c'est fini. Ça existait avant. Oui, quand il y avait McDo qui arrivait, oui. Non, non, ils ne veulent plus être comme nous. Nous, on est le contre-modèle. Même les Polonais. Nous, on va préserver notre identité. On est des Polonais. Notre aéroport, il s'appelle Jean-Paul II. Et on vous emmerde. Et en France, dès qu'on arrive à Paris, il y a des Noirs et des Arabes. Voilà ce que vous disent les mecs partout dans l'Est. Ce n'est pas uniquement typiquement russe. Vous dites qu'il y a deux Ukraines, une de l'Est, une de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas deux Russies, celle de Saint-Pétersbourg et Moscou, et celle des steppes gelées, où les types sont quand même assez arriérés? Vous prenez tous les peuples de l'Est, les peuples qui sont un peu les Indiens d'Amérique de la Russie. Alors les Tchétchènes, c'est un peu particulier. Ça, c'est les anciennes républiques musulmanes du Sud, avec un rapport à la Russie d'ailleurs assez intéressant, qui est resté très soviétique. Prenez des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. En gros, l'islam est religion d'État, mais tout ce qui est déviant, extrémiste, djihadiste, doit dégager. C'est le problème des Tchétchènes. Irriguer le monde de leurs combattants très très bien formés. C'est comme ça qu'on a 3 katibas de combattants des plus virulents dans Daesh qui étaient d'origine tchétchène ou géorgien. C'était un quasi-génocide, la Tchétchénie, non? Oui, d'ailleurs c'est une chose intéressante, c'est que vous avez beaucoup de Tchétchènes que vous rencontrez sur le front côté russe. J'ai posé plusieurs fois la question, je lui ai dit mais attendez, Poutine il a exterminé vos grands-parents. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour Poutine? Et alors, j'avais 2 réponses en général. La première, c'était qu'en gros, c'était le chef, mais au sens Gengis Khan, quoi. C'est-à-dire une sorte de soumission par rapport aux conquérants. Ça, c'est l'explication principale. Et ensuite, l'autre explication, elle est la détestation de ce que nous sommes, nous. Je me souviens d'une infirmière tchétchène qui m'a dit, mais comment vous nous voyez, nous les Français? Elle me dit, vous êtes le satanisme. Cette guerre en Ukraine est bien donc une guerre d'une certaine façon idéologique. Idéologique, non, je pense que c'est une guerre de recomposition du monde. Il faut souligner que les âneries qui ont été prononcées par Bruno Le Maire, il a dit on va mettre l'économie russe à genoux, en s'imaginant que nous étions le monde et que nous allions finalement mater cette Russie qui menait une guerre d'un autre temps, et que nous étions la civilisation, évidemment. Mais on ne s'est pas aperçu qu'il y avait le Brésil, il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait l'Afrique du Sud. Il y avait plein de pays qui ne voulaient plus entendre ce discours. Vous préférez vivre à Pékin ou à Paris? En Afrique, j'ai vu l'évolution où il y avait encore un respect pour l'armée française, même sous Barkhane. J'ai vu les moments où on criait François Hollande dans les villages, où la France est intervenue en 2013 avec vraiment le sentiment de sauver le pays. Et j'ai vu progressivement la France devenir le catalyseur de toutes les haines locales. Oui, la France détestée, mais on va dire que la Russie aide bien. Oui, mais c'est facile de dire, oui, c'est de la faute de la Russie. Non, c'est la France qui n'a pas su partir à temps, parce que 8 ans de présence, au début vous êtes l'armée de libération, vous devenez l'armée d'occupation. Dernière question, alors un peu de prospective. Comment vous voyez, comment ça va se terminer? D'abord, est-ce que vous pensez que l'Occident va lâcher l'Ukraine? Est-ce que vous pensez que Poutine est capable de négocier? Que Trump va arrêter ses ultimatums qui ne riment à rien? Comment vous voyez et quelle est la solution pour vous pour arrêter cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts? Moi, je pense que Poutine fait un pari que l'armée ukrainienne craquera avant son économie.
Il pense qu'il va obtenir la capitulation et c'est pour ça qu'il écarte les propositions de Trump, extrêmement avantageuses pour lui. Mais Trump n'est pas prêt à terminer la relation avec Poutine. Donc il y a une relation de business, Poutine le sait. Dans les relations russo-américaines, c'est incroyable ce qui est arrivé. La Russie, tout à coup, elle se retrouve avec le principal support de l'adversaire qui vient lui dérouler le tapis rouge. Donc moi je pense que l'économie en surchauffe, l'inflation très difficile à supporter pour la société russe, la baisse des hydrocarbures, donc moins de revenus depuis le début de l'année, comme la Russie est hyper dépendante des hydrocarbures. Du coup, à moins que les prix du pétrole remontent, mais Trump fait en sorte qu'il ne remonte pas. Donc beaucoup de signes inquiétants pour l'économie. Poutine n'y est pas insensible en sachant que son pays est plus à même de faire face. Il n'y a pas de pénurie d'hommes à la différence des Ukrainiens. Surreprésentation des ethnies de l'Est, donc asiatiques, dans les tranchées. Et le poids n'est pas aussi important que pour les Ukrainiens, où là, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que les villes sont protégées, la jeunesse est à peu près protégée. C'est-à-dire qu'on ne met pas des gamins de 18 ans avec un fusil. L'Ukraine ne fait pas ça. En revanche, ce qui est surreprésenté, c'est les forces venant des contrées les plus pauvres, du monde agricole, hommes d'âge moyen ou d'âge mûr, c'est eux qui meurent dans les tranchées et il y en a de moins en moins. Votre pronostic alors? J'ai pas une boule de cristal, moi je suis pas LCI, vous savez, qui avait prédit au moins 20 fois la fin. Ah, vous les aimez pas? Quand Yakovlev dit les Russes, ils embarquent les machines à laver, piquent les bagnoles des Ukrainiens parce que chez eux il y en a pas. Non, général, allez faire un tour en Russie, vous verrez qu'il y a des bagnoles partout et des frigos. Conclusion, vous pensez que l'Ukraine sera obligée de baisser les bras? Poutine risque d'obtenir par la guerre ce qu'il n'obtiendra pas par les négociations. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner les négociations et ça ne veut pas dire que Trump va abandonner les négociations. Et c'est là où nous, Européens, on se trompe. On a changé d'époque et on continue, nous, à faire comme si les Américains étaient de notre côté. C'est ce qui est catastrophique parce que les Américains, dans cette guerre en Ukraine, c'est vraiment important de le préciser, ont eu un rôle fondamental. Ils ont co-dirigé la guerre en Ukraine avec l'armée ukrainienne. S'ils se retirent, nous n'avons pas les forces, les moyens nécessaires pour prendre la place des Américains, acheter des équipements aux États-Unis, les fournir à l'Ukraine, ça, on pourra le faire, mais on n'aura pas toute cette technologie. Et fatalement, il y a un élément de faiblesse à terme. Et en plus, en tant qu'Européens, on n'est pas tous d'accord sur le fait d'envoyer des troupes ou pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu seuls, nous, Français. Jusqu'où les Russes peuvent aller dans leur stratégie de guerre hybride et de manipulation et de déstabilisation des pays occidentaux? Les Russes sont des maîtres dans la déstabilisation. C'est pas nouveau. Ils avaient été capables de pénétrer l'élite d'Oxford et de former des super espions. Aujourd'hui, oui, il est clair que le fait que RT France avait récupéré le mouvement des Gilets jaunes, c'était évidemment pas neutre. Alors, sur l'histoire des têtes de cochon, sur l'histoire des étoiles, oui, bien sûr, ils vont essayer de nous frapper là où ça fait mal. Mais voilà, on est dans une guerre larvée, avec un président qui parle d'envoyer des troupes, alors que pour les Russes, c'est aussi un casus belli absolu. Vous pensez qu'on est déjà en guerre avec la Russie? Emmanuel Macron, il est très clairement maintenant de leur côté, et donc les Russes ne vont pas lui faire de cadeaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner qu'ils le fassent. Oui, il y a des choses qu'ils sont capables de faire, ils sont capables d'aller très loin.